Former, c'est accompagner un être en transformation. Comprendre les théories de l'apprentissage, c'est entrer dans la logique de cette transformation avec ses leviers, ses freins, ses mystères. Le formateur professionnel d'adulte s'inscrit dans une pédagogie consciente, ancrée dans l'histoire et attentive aux réalités du terrain. Nous allons, dans cette perspective, explorer les fondements historiques et conceptuels de la formation des adultes, distinguer ces grands courants théoriques et préciser la posture attendue du formateur qui souhaite agir avec justesse et efficacité dans des contextes variés. Dans cette partie, notre objectif est triple. Nous allons comprendre l'origine et les transformations de la formation des adultes, clarifier les distinctions entre éducation, pédagogie et formation, puis situer le rôle du formateur dans une société en transition. Nous verrons que ces différences ne relèvent pas d'un simple vocabulaire, mais dessinent des logiques d'action distinctes et complémentaires. L'éducation se pense comme une action temporaire exercée par des adultes sur des enfants afin de favoriser leur socialisation, conformément aux analyses de Durkheim, Dewey et Merrieux. Selon Durkheim, 1922, elle est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Quand Dewey y voit la construction d'un membre ordonné de la société et que Merrieux insiste sur une relation dissymétrique, provisoire, tournée vers l'émergence du sujet. Si nous synthétisons ces apports, l'éducation relève d'une transmission verticalisée et temporaire, généralement scolaire et institutionnelle. Si vous souhaitez accéder à la suite de cette formation ou en savoir plus sur mon campus, j'ai préparé une vidéo où je vous explique tout en 2 minutes. Cliquez sur le petit en haut à droite. La formation concerne les adultes dans une relation d'adulte à adulte, où le sujet est déjà constitué et engagé dans une trajectoire biographique. Elle ne se limite pas à transférer des savoirs, elle opère une mise en forme dynamique et permanente, orientée vers une transformation identitaire et professionnelle. Gaston Pinault l'a définie comme une action temporaire des adultes sur les adultes, toujours inachevée car l'adulte demeure un être en devenir. Thierry Hardwin souligne qu'elle traverse les mondes de l'éducation, du travail et de la société en articulant dispositifs formels, non formels et informels. En bref, l'éducation se déploie dans un cadre institutionnel avec une relation d'autorité vers la socialisation, tandis que la formation vise des adultes dans une logique de co-construction, d'autonomie et d'expérimentation avec un intervenant en posture de formateur accompagnateur. Le formateur professionnel d'adultes s'engage dans une écoute attentive et une reconnaissance des parcours. Il tient compte des expériences et représentations, intègre le vécu comme ressource d'apprentissage et se place en facilitateur du cheminement plutôt qu'en détenteur de vérité. Une fois ces évolutions posées, nous pouvons aborder les théories qui ont fondé les pratiques actuelles. Le behaviorisme ou comportementalisme considère l'apprentissage comme le résultat d'un conditionnement, une réponse observable à un stimulus extérieur. Le comportement peut être modifié, renforcé ou inhibé par récompense ou punition, et l'acquisition est envisagée comme une chaîne d'automatismes sans prise en compte explicite des processus mentaux internes. Parmi ses fondateurs, John B. Watson, 1913, pose la psychologie des comportements observables. Ivan Pavlov, 1927, met en évidence le conditionnement classique, stimulus-réponse. B.F. Skinner, 1938, formalise le conditionnement opérant où les conséquences renforcent l'apprentissage. L'acquisition correspond à la phase où un stimulus neutre s'associe à un stimulus inconditionnel jusqu'à devenir un stimulus conditionnel, produisant une réponse conditionnée. Plus l'association est répétée, plus la réponse se renforce. L'extinction survient lorsque le stimulus conditionnel est présenté sans le stimulus inconditionnel jusqu'à ce que la réponse s'affaiblisse, puis disparaisse. La récupération spontanée montre qu'après extinction, la réponse peut réapparaître après un délai, signe que l'apprentissage n'est pas effacé.
La généralisation du stimulus explique que des stimuli proches du stimulus conditionnel déclenchent une réponse, tandis que la discrimination apprend à répondre seulement au stimulus précis, ce qui demande un entraînement spécifique. Cette approche est pertinente pour des gestes techniques, des procédures standardisées, la mémorisation de consignes et la mise en place de routines avec des évaluations à réponse unique. À titre d'exemple, en sécurité incendie, nous répétons les gestes, nous participons à des simulations et nous validons les acquis par des tests standardisés. La généralisation permet d'adapter les apprentissages à des contextes proches et à la discrimination garantit que les gestes sont exécutés dans les situations adéquates. Cette théorie néglige les processus cognitifs, ignore les motivations internes et réduit l'apprenant à un récepteur passif. En posture behavioriste, nous structurons des objectifs clairs et mesurables, nous recourons à la répétition et au renforcement, nous évaluons par tests standardisés avec une direction cadrée mais encourageante. Intégré à une pédagogie mixte, le behaviorisme sert en début de parcours pour automatiser en complément d'activités cognitives ou réflexives et dans les contextes où sécurité, précision et conformité priment. Le cognitivisme envisage l'apprentissage comme un traitement actif de l'information impliquant perception, mémoire, langage, raisonnement et résolution de problèmes. Contrairement au behaviorisme focalisé sur l'observable, il explore les processus internes. Parmi ses repères, Jean Piaget décrit l'assimilation et l'accommodation. Jérôme Brunner souligne la catégorisation, le rôle du langage et l'étayage. Robert Gagné travaille les étapes et la structuration. Michel Perraudot insiste sur mémorisation et compréhension. Festinger formalise la dissonance cognitive. Weiner et Heider analysent les attributions causales. Les schèmes cognitifs organisent connaissances et expériences pour interpréter et agir. Apprendre, c'est intégrer ou modifier ces schèmes. L'assimilation incorpore une information dans un schème existant, tandis que l'accommodation modifie le schème pour intégrer la nouveauté. Ensemble, elles conduisent à l'équilibration, c'est-à-dire le retour à la stabilité après un déséquilibre. La mémoire se déploie entre sensoriel, travail et long terme, et la qualité d'encodage, de récupération et de réactivation conditionne l'apprentissage en écho à l'importance de mémoriser et de comprendre, souligné par Perraudot. La métacognition permet d'identifier et de réguler ses stratégies, de corriger ses erreurs et de renforcer l'autonomie grâce à des bilans réflexifs, auto-évaluation et journaux d'apprentissage. La dissonance cognitive, tension entre croyances et informations, pousse à réajuster ses représentations et peut devenir un levier de changement. Les théories de l'attribution, enfin, influencent motivation, confiance et engagement selon que le succès ou l'échec est attribué à des causes internes ou externes. Nous pouvons aider à reformuler des attributions négatives pour soutenir l'estime de soi et la persévérance. En pratique, nous structurons les contenus de manière logique et progressive. Nous mobilisons schémas, cartes mentales et tableaux. Nous encourageons verbalisation et reformulation. Nous pratiquons la mémorisation active, quiz, flashcards, répétition espacée et nous visons la compréhension. Les forces résident dans une compréhension profonde et l'autonomie pour les apprentissages complexes. Les limites tiennent au risque de négliger l'affectif et le social à une possible surintellectualisation et à une moindre adaptation des apprentissages pratiques ou émotionnels. En posture cognitiviste, nous restons attentifs aux représentations, nous favorisons la prise de conscience des stratégies, nous proposons des activités mobilisant réflexion, mémorisation et structuration, et nous aidons à identifier et corriger les erreurs de raisonnement. Le constructivisme considère que l'individu construit activement ses connaissances à partir de ses interactions avec le monde. L'apprenant est acteur de son développement et n'est pas un réceptacle passif. Piaget éclaire les mécanismes d'assimilation, d'accommodation et d'équilibration.
Brunner insiste sur la catégorisation, le langage et l'étayage. L'assimilation rapproche une nouveauté d'un schème existant, ce qui stabilise mais peut limiter sans ajustement. L'accommodation modifie ou crée un schème sous l'effet d'un déséquilibre. L'équilibration régule l'ensemble pour restaurer la cohérence. Les schèmes d'action organisent l'activité, analyser, formuler des hypothèses, tester, conclure, et leur repérage permet d'ajuster nos contenus. Le conflit cognitif, quand une information contredit une croyance, déclenche réflexion et accommodation s'il est accompagné. L'interaction avec le milieu, objet, situation, personne nourrit l'apprentissage par l'action et l'observation. Les représentations mentales, enfin, orientent l'entrée dans la tâche. Les identifier permet de lever des freins. Nous proposons des situations, problèmes authentiques, nous favorisons exploration, tâtonnement, verbalisation et reformulation. Nous intégrons des activités collaboratives et des supports variés pour construire du sens. Les forces résident dans un centrage sur l'apprenant, l'autonomie et la valorisation de l'expérience. Les limites concernent la structuration parfois délicate, le risque de dispersion et la nécessité d'un cadre solide. En posture constructiviste, nous écoutons les représentations, nous créons des environnements riches, nous accompagnons sans imposer, nous encourageons la réflexibilité et nous agissons en médiateur de l'expérience et architecte de parcours. Le socioconstructivisme affirme que les connaissances se construisent dans l'interaction sociale, dans un contexte culturel donné. L'apprentissage est relationnel et la médiation joue un rôle central. Vygotsky développe la zone proximale de développement ZPD et le rôle du langage. Wallon met en avant l'importance de l'action et de l'émotion. Doise et Mugi théorisent le conflit socio-cognitif. La ZPD désigne l'écart entre ce que l'apprenant réalise seul et ce qu'il peut accomplir avec une aide adaptée. Nous proposons des activités légèrement au-dessus du niveau actuel avec étayage. Le conflit socio-cognitif stimule la pensée par confrontation de conceptions divergentes, ce qui justifie débats, travaux de groupe et échanges contradictoires. Concrètement, nous favorisons les interactions entre pairs, nous proposons des problèmes à résoudre collectivement, nous encourageons la verbalisation des raisonnements, nous instaurons un climat de confiance et nous multiplions les supports de discussion. Cette approche renforce coopération et pensée critique, valorise les savoirs expérientiels et stimule la motivation. Toutefois, elle est exigeante à gérer en groupe hétérogène, expose à la confusion sans cadre structurant et demande du temps ainsi qu'une posture souple. En posture socio-constructiviste, nous restons à l'écoute des représentations et des émotions, nous animons des environnements collaboratifs, nous soutenons la co-construction du savoir et nous agissons en facilitateur du dialogue et de l'identité professionnelle. Nous mobilisons la ZPD dans l'accompagnement ciblé, l'activité guidée et le tutorat. Nous soutenons le conflit socio-cognitif pour stimuler la pensée par débat et confrontation. Nous utilisons l'étayage comme soutien structurant par guidance et reformulation. Nous favorisons la médiation cognitive par des bilans et journaux d'apprentissage. Nous recourons à l'imitation ou au modelage pour l'appropriation par observation. Nous appuyons la construction du sens par le langage et la verbalisation. Nous travaillons les représentations comme filtre d'apprentissage destiné à évoluer. Enfin, nous valorisons la socialisation pour la construction identitaire en tenant compte des parcours. L'apprentissage réflexif postule que nous apprenons en analysant nos expériences. Ce n'est pas l'événement qui forme, mais la réflexion qui transforme le vécu en savoir. Bourassa, Serre et Ross, 1999, rappellent que l'expérience associe un objet d'apprentissage et un contexte en révélant des savoirs pratiques, des schèmes d'action et des questionnements. Marie-Christine Josso parle d'expériences formatrices, moments significatifs devenant des apprentissages existentiels. Inspiré par Donald Shun, l'apprentissage se décline dans l'action pour les ajustements immédiats et sur l'action
pour le retour critique. L'exploration, le test exploratoire et la vérification d'hypothèses en sont des stratégies clés. Chaque individu agit à partir de modèles mentaux issus de ses expériences. Apprendre signifie prendre conscience de ses théories personnelles de l'action, les interroger et les transformer. L'apprentissage en simple boucle corrige l'erreur sans remettre en cause de croyances ou objectifs, alors que l'apprentissage en double boucle questionne objectifs, valeurs et hypothèses, entraînant une véritable transformation. Ces théories englobent principes directeurs, stratégies d'action et résultats attendus. Notre rôle consiste à aider l'apprenant à expliciter ces théories pour pouvoir l'ajuster. La réflexivité mobilise valeurs, croyances et émotions, peut provoquer des remaniements identitaires et donne sens au parcours dans la lignée de l'expérientiation, décrite par Boutinet. Dans cette posture, nous accueillons le vécu comme ressource. Nous proposons des outils d'analyse, journal réflexif, bilan, récit de vie. Nous encourageons mise en mots et reformulation et nous favorisons la prise de recul et la construction de sens. L'auto-formation désigne un apprentissage initié et piloté par l'individu en dehors ou en complément des dispositifs formels articulant dimension auto, initiative, éco-environnement et histo, contexte sociétal et culturel. Elle se décline selon trois courants technico-pédagogiques: outils et dispositifs, bio-épistémologique, développement naturel et existentiel, quête de sens et transformation de soi. Elle développe l'autonomie, la flexibilité des rythmes et contenus, la motivation intrinsèque et l'adaptation aux évolutions professionnelles. L'apprenance, selon Philippe Carré, est une disposition durable à apprendre dans tous les contextes, combinant motivation envie, cognition capacité et conation engagement volontaire. Elle suppose une identité apprenante, une autodirection du parcours, une ouverture au changement et un engagement réflexif à partir de l'expérience. Autoformation et apprenance se complètent. La première est une modalité, la seconde une posture qui la rend possible et féconde. Réciproquement, l'autoformation nourrit l'apprenance. En pratique, nous favorisons des espaces de choix, nous soutenons la réflexivité, nous proposons des dispositifs ouverts, ressources, tutorats, accompagnement et nous valorisons les apprentissages informels. Le triangle pédagogique de Jean Houssaye met en évidence trois pôles de toute situation d'apprentissage. Le formateur, transmettre, accompagner, faciliter. L'apprenant, recevoir, construire, s'approprier. Et le savoir, contenu et compétences à acquérir. Ces pôles sont reliés par trois relations: la relation pédagogique formateur-apprenant, l'élaboration didactique formateur-savoir et les stratégies d'apprentissage apprenant-savoir. Le modèle éclaire les équilibres et déséquilibres possibles. La relation formateur-apprenant engage confiance, écoute, positionnement et gestion du groupe, indispensable à un climat favorable. La relation formateur-savoir concerne la transformation du savoir en contenu accessible, le choix des méthodes, supports et outils pour rendre le savoir comestible. La relation apprenant-savoir mobilise capacités cognitives et métacognitives pour comprendre, mémoriser, reformuler et expérimenter en reliant les contenus à l'expérience. Les déséquilibres sont parlants, un cours magistral impersonnel néglige l'apprenant, une formation action non formalisée dilue le savoir, une auto-formation sans accompagnement isole. Un triangle déséquilibré mène à la perte de sens, la démotivation et l'abandon. Le formateur circule entre les trois pôles, présent et engagé dans la relation, compétent et clair dans la transmission, à l'écoute des besoins et démarches d'apprentissage. Pour mettre en œuvre ces principes, nous devons d'abord saisir le rapport à la formation. Il désigne la manière dont chacun perçoit, investit et s'approprie une démarche formative à la croisée de l'histoire personnelle et scolaire, des représentations du savoir et de l'apprentissage, du projet de vie ou de reconversion et de l'environnement social, professionnel et institutionnel. L'adulte mobilise son expérience comme ressource. Il apprend en interaction avec son environnement, il réfléchit à ses pratiques, réussites et échecs, et il construit du sens à partir de moments formateurs. Dans ce cadre, nous identifions
représentation et attente, nous aidons à clarifier le projet, nous favorisons la réflexivité, nous créons un climat de confiance et de reconnaissance et nous proposons des parcours individualisés et souples. Les théories de l'apprentissage constituent les piliers de l'action du formateur d'adultes. Le behaviorisme éclaire l'acquisition de comportements par conditionnement. Le cognitivisme décrit les mécanismes mentaux de traitement de l'information. Le constructivisme met l'accent sur la construction active du savoir par l'interaction avec le milieu. Le socioconstructivisme valorise la médiation sociale, la coopération et le conflit socio-cognitif, l'expérientiel et la réflexivité, plaçant le vécu au cœur du développement. L'auto-formation et l'apprenance affirment la capacité d'apprendre par soi-même dans une dynamique d'autonomie et de transformation identitaire. Ces approches ne s'opposent pas, elles se complètent pour une pédagogie élective, souple et adaptée. Connaître ces cadres permet de comprendre les mécanismes cognitifs et affectifs, d'identifier freins et leviers, de valoriser l'expérience, de favoriser la réflexivité et la co-construction et de faire de la formation un espace de transition, de socialisation et de transformation. Notre responsabilité consiste à articuler savoirs théoriques, procéduraux et expérientiels, à mobiliser des outils issus de ces théories, à créer des environnements riches, ouverts et sécurisants et à encourager chacun à devenir acteur de son parcours dans une logique d'apprenance durable.